À la fin de l'année 1941, il y a toujours deux résistances. La France libre à Londres et la résistance intérieure en France. Les deux ont progressé et se sont étoffées, mais jusque-là, elles se sont développées séparément. Nombreux sont les résistants qui ont pris conscience que ce morcellement était une grave faiblesse. L'arrivée de Jean Moulin à Londres allait précipiter les événements. L'ancien préfet d'Eure-et-Loir a choisi de dire non aux Allemands dès 1940. Il a alors 41 ans. Révoqué par Vichy, il prend contact avec les principaux mouvements de zone sud. Jean Moulin constate l'ampleur du travail réalisé par les premiers résistants, mais il prend aussi conscience de leur cruel manque de moyens. Fin 1941, il décide de se rendre en Angleterre afin d'obtenir de l'aide. À l'époque, De Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. L'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France, c'est la mission Rex. En France, les principaux mouvements comme Combat ou Libération Sud souhaitent eux aussi l'unité, mais ils veulent également conserver leur indépendance et leur liberté d'action. Certains se méfient de Gaulle, ce général autoritaire, hautain et froid. À l'époque, personne ne connaît encore vraiment ses idées politiques et ses objectifs. Le ralliement à De Gaulle est donc nettement affiché, mais chacun conserve sa presse indépendante. Et en janvier 1943, les trois grands mouvements de zone sud, Combat, Libération et Francs-Tireurs, se regroupent pour former les mouvements unis de la résistance, les MUR. Un pas important vers l'unité a été franchi. Mais sur le front, les choses s'accélèrent. Le 8 novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. De Gaulle n'a pas été informé, il n'est même pas autorisé à se rendre sur place. Roosevelt voit en lui un apprenti dictateur incontrôlable et ne lui fait pas confiance. Il lui préfère le général Giraud, un militaire courageux, mais qui vient pourtant de faire allégeance à Pétain. En Afrique du Nord, Giraud accepte la soumission aux Américains et maintient toutes les lois de Vichy. Pour De Gaulle, c'est inacceptable. C'est pourquoi il presse Jean Moulin d'achever l'unification de la résistance. Le 27 mai 1943, une réunion décisive a lieu en plein Paris occupé. Elle rassemble sous la présidence de Jean Moulin des représentants des principaux mouvements de résistance de zone nord et de zone sud, ainsi que des partis politiques et des syndicats. Tous reconnaissent l'autorité du général de Gaulle. La naissance du CNR est une étape majeure pour la résistance. Avec la réintégration des partis politiques, c'est l'embryon d'une représentation nationale qui se reconstruit, et c'est toute la France combattante qui se place derrière De Gaulle. Fort de ce soutien, De Gaulle crée en Afrique du Nord un comité français de libération nationale qui devient en juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. De Gaulle en prend la tête, il est désormais le seul maître à bord. Dans le même temps, en France, la résistance achève de se structurer et de se regrouper. Face à Pétain, les dernières illusions tombent. En mai 42, on peut lire dans Combat. Tout est clair maintenant. Le mythe Pétain a vécu. Vos étoiles s'éteignent. La France tout entière contre Laval est désormais contre vous. Vous l'aurez voulu. Les liaisons de plus en plus régulières avec Londres augmentent les moyens. Bientôt, les forces armées des différents mouvements sont regroupées au sein des forces françaises de l'intérieur, les FFI.
Mieux équipés et mieux structurés, les mouvements de résistance osent à partir de 1943 des opérations de plus en plus spectaculaires. Les sabotages se multiplient contre les installations allemandes, les voies ferrées ou les entreprises françaises travaillant pour l'Allemagne. De leur côté, les réseaux livrent toujours plus de renseignements. En 1944, Londres reçoit près de 1000 télégrammes par jour et 2000 plans par semaine. Les tirages de la presse clandestine augmentent de façon impressionnante. Début 1944, Combat tire à 300 000 exemplaires. Défense de la France à plus de 400 000, l'Humanité à 600 000. La fabrication de faux papiers ne cesse de se développer et de s'améliorer. En 1942, Défense de la France monte sa propre centrale de fabrication de faux papiers qui lui permet de faire des faux de plus en plus irréprochables. En 1943, les mouvements inondent la France de faux papiers pour saboter le STO. On est loin du bricolage de 1940. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers. À partir de 1943, la résistance va pouvoir compter sur l'apparition d'une force nouvelle et inattendue, les maquis. Jusque-là, ils ont été quasiment inexistants. La résistance est essentiellement urbaine. La loi sur le STO de février 1943, qui oblige les jeunes hommes de 20 à 22 ans à partir en Allemagne, va pousser une partie de la jeunesse vers les maquis. Une minorité de ces réfractaires deviendront des résistants, des maquisards. Alpes, Jura, Massif central, un peu partout des milliers de jeunes prennent le maquis. Les maquis vont privilégier la lutte armée et les opérations de guérilla. Mais eux aussi manquent de tout. Le soutien des villages environnants est alors essentiel. Les parachutages en provenance de Londres fournissent une aide précieuse. Mais l'armement et l'argent restent toujours insuffisants. Partout, la victoire qui se profile augmente la volonté d'agir. Elle accélère aussi les projets pour l'après-guerre. Les résistants souhaitent reconstruire la France sur des bases nouvelles. Pour eux, les anciennes élites ont failli, les anciens partis politiques sont discrédités. Ils sont nombreux à souhaiter une rupture forte avec l'avant-guerre. Certains souhaitent même une seconde révolution française. Le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance adopte un programme qui préconise des mesures à appliquer à la libération du territoire. Il faudra tout d'abord châtier les traîtres et les profiteurs de guerre. Mais surtout, les résistants veulent créer une société plus juste, plus fraternelle et plus solidaire. Rétablissement des libertés et du suffrage universel, nationalisation des grandes entreprises, hausse des salaires, reconstitution d'un syndicalisme indépendant, création d'un plan complet de sécurité sociale.